Je fais souvent des cauchemars sur les escaliers. Les rêves sont toujours différents. Parfois je me retrouve en haut de l'un d'eux, à regarder en bas dans l'obscurité. Parfois une personne, ou peut-être quelque chose d'autre, commence à ramper hors de l'obscurité et à monter vers moi. Il m'est même arrivé de me réveiller au milieu de la nuit dans ma propre maison, au son de quelqu'un qui montait lentement les escaliers. Récemment, j'ai rêvé que j'étais assis dans un fauteuil roulant d'hôpital, attaché avec du fil barbelé. Du sang s'écoulait de toutes les entailles sur ma peau et laissait des traces sur le sol lorsque le fauteuil reculait. Quelqu'un me traînait par derrière, dans un long couloir très sombre, de plus en plus loin d'une porte ouverte, où la lumière du soleil entrait. Puis la chaise est tombée en arrière. Un escalier infini s'est élevé et s'est éloigné de moi tandis que je dégringolais. Certaines de mes histoires préférées que j'ai lues sur Reddit No Sleep sont celles où les gens vont explorer des endroits où ils ne devraient pas être. J'ai donc pensé que je pourrais partager une de mes propres expériences qui m'a marqué pendant des années et qui est la source de ma peur très inhabituelle. Enfant, j'ai toujours aimé explorer. Nous avions quitté le Colorado pour le comté d'Orange en Californie l'année précédente, et j'avais rapidement appris que le comté d'Orange était un endroit très ennuyeux pour un jeune aventurier comme moi. C'était un terrain vague de banlieue avec des maisons identiques, des grands magasins et des parcs parfaitement entretenus. Il n'y avait pas de maisons hantées ou d'asiles abandonnés à 150 km à la ronde. En fait, je ne me souviens même pas avoir vu un cimetière. Je suppose que cela corrobore mon hypothèse selon laquelle tous les habitants du comté d'Orange sont des vampires immortels qui se nourrissent de crème solaire et de cigarettes. Cependant, chaque été, ma mère et moi allions rendre visite à sa famille à Boston et dans le Connecticut. Là-bas, en Nouvelle-Angleterre, il y avait de vraies aventures à vivre. Quand j'avais 12 ans, ma mère me laissait emmener mon meilleur ami Ronnie pour ce voyage d'un mois. Il était le parfait acolyte et était toujours heureux de fouiner avec moi. Nous avons donc passé la première semaine dans le Massachusetts à chasser les fantômes dans le cimetière local et dans les bois voisins. Mais quand nous sommes arrivés à la maison de mon oncle dans le Connecticut, nous avons fait la grave erreur de nous aventurer trop loin dans la nature. C'était la fin de l'après-midi, et le soleil allait s'éclipser derrière les arbres dans quelques heures. Alors Ronnie et moi avons promis à ma mère de rester dans le jardin, et bien sûr, nous ne l'avons pas fait. Nous nous sommes enfoncés de plus en plus profondément dans le labyrinthe d'arbres, perdant la trace de l'endroit où nous étions. Si vous ne faites pas de randonnée souvent, vous ne réalisez peut-être pas à quel point la lumière du soleil affecte la forêt. À 15 heures, les bois ont une certaine apparence avec la lumière et vous vous familiarisez avec votre environnement. Mais à 16h30, le soleil s'est déplacé, la lumière a changé et il est pratiquement impossible de reconnaître la même zone. Ajoutez à cela les rafales de vent du Connecticut qui font que les arbres et leurs milliards de feuilles se balancent, s'agitent, frissonnent, grincent, et vous avez la recette parfaite pour se perdre. Pour deux jeunes de 12 ans, nous étions dépassés par les événements. Tout ce que nous avions était un sac à dos avec quelques maigres collations et 2 lampes de poche. Je pense que Ronnie et moi étions tous deux conscients que nous ne connaissions pas le chemin du retour, mais nous étions tellement enchantés par notre nouveau terrain d'exploration que nous ne nous en sommes pas associés. Nous avons traversé un ruisseau et continué vers l'est, loin du soleil. Finalement, nous avons trouvé une grande prairie dorée au milieu des bois. De l'autre côté, il y avait un vieux mur de pierre. Nous nous sommes faufilés à travers les hautes herbes et escaladé le mur, révélant un complexe de bâtiments abandonnés et un chemin de terre qui s'en éloignait. La route s'enfonçait dans les bois de l'autre côté de la propriété et un grand ensemble de portes la bloquait. Personne n'était venu ici depuis des années. Ronnie et moi avons d'abord fouillé dans les petits bâtiments. L'un d'eux était un vieux garage pour garer et réparer les bus, et l'autre était un entrepôt. Il n'y avait rien de remarquable, mais il y avait des tags de peinture effrayants à l'intérieur. Des croix gammées, des pentagrammes, des croix inversées et une étrange silhouette souriante avec un couteau. Les adolescents du coin s'étaient probablement accaparés cet endroit depuis des lustres. Ensuite, nous sommes passés par une fenêtre cassée au niveau du sol pour entrer dans le plus grand bâtiment au centre du complexe.
Nous nous sommes retrouvés dans ce qui semblait être l'entrée d'un ancien collège. Au crépuscule, nous avons décidé d'explorer l'endroit aussi vite que possible et de revenir le lendemain matin. Cet endroit avait été oublié par le monde. La peinture se détachait de chaque mur et la rouille envahissait chaque centimètre des cadres de porte et des casiers. Au centre du bâtiment, il y avait une paire d'énormes escaliers. L'un montait, l'autre descendait. Ronnie est monté. Rétrospectivement, j'aurais aimé qu'on reste ensemble, mais les enfants sont stupides et intrépides. J'ai descendu les escaliers dans les entrailles de l'école. Nous avions eu la prévoyance d'emporter des lampes de poche, mais elles étaient faibles et peu fiables. J'en ai pris une et j'ai utilisé le cercle pâle qu'elle produisait pour éclairer à peine quelques couloirs pleins de poussière et d'ordures et un ascenseur défectueux. À l'intérieur se trouvait un fauteuil roulant d'hôpital. Dans un autre hall, j'ai trouvé un petit escalier qui descendait encore plus bas, et c'est là que ça a commencé à devenir bizarre. Je ne pouvais plus entendre le bruit rassurant des pas de Ronnie sur les carreaux cassés de l'étage, et il n'y avait plus de fenêtre pour laisser entrer le crépuscule. Il y avait encore quelques objets d'hôpital ici, des brancards, des supports à perfusion, un matelas. Ils étaient tous renversés, cassés, éparpillés. Je n'arrivais pas à comprendre ce que tout cela faisait ici. Peut-être que le bâtiment a abrité une maison de retraite avant de devenir une école. Au bout du couloir, je suis tombé sur un ensemble de doubles portes verrouillées par un verrou à tirette en métal près du plafond. J'ai dû sauter et l'attraper pour le déverrouiller. Quand je les ai ouvertes, j'ai senti une forte puanteur de rance. Quelque chose était mort ici. Mon instinct me disait de faire demi-tour et de fuir, mais ma curiosité morbide m'a poussé à avancer. J'ai contourné le coin du mur pour entrer dans une immense pièce, peut-être de la taille d'un gymnase, à en juger par l'écho de mes pas. Ma lampe de poche passait sur le sol devant moi, éclairant des morceaux de fenêtres cassés, des bouteilles en verre éclatées et une seringue usagée. J'ai regardé les murs avec la lumière. Sa lueur a fini par atterrir sur le côté opposé de la pièce. Et c'est là que je l'ai vu. Au fond de la grande pièce, dans un coin, il y avait un lit d'hôpital face au mur. Sur celui-ci était assis ce qui ressemblait à un sac d'ordures ou un tas de chiffons. Mais lorsque ma lumière s'est posée dessus un instant, la forme a bougé. C'était une personne. Il y avait un homme affalé sur le lit, ici, dans l'obscurité d'un bâtiment abandonné, derrière une route fermée, au milieu de la forêt, la nuit. Mon estomac s'est replié sur lui-même. Je me souviens que cette prise de conscience m'a procuré un sentiment étrange. Même si je n'étais qu'un enfant, j'ai eu le sentiment immédiat d'être en péril mortel. Je me suis senti vieux et mourant à la seconde où la tête de cet homme s'est levée et a tourné. Mais je ne pouvais pas détacher mes yeux de lui. Il a crié quelque chose. Sa voix était plutôt un croassement, comme celle d'une grenouille. Mais il a dit « Kevin ?» Je n'ai rien dit. Je suis resté là, en état de choc, agrippé à la lampe tout en le fixant. L'obscurité de la pièce s'est emparée de moi et m'a maintenu en place. L'homme s'est retourné pour mieux me voir. Même à 10 mètres et dans la lumière la plus faible, je pouvais voir à quel point il était terrifiant. Sa peau était grisâtre et morte. Sa tête ne portait que des mèches de cheveux. Sa veste marron était ouverte et il n'y avait pas de chemise en dessous. Des ecchymoses et des plaies noires en forme de croix se trouvaient sur son torse. Ses yeux étaient ternes et sans vie, comme s'il était mort depuis longtemps. Ses lèvres se sont entrechoquées plusieurs fois avant qu'il ne parvienne à prononcer les mots, mais il a fini par dire à nouveau « Kevin ». Il m'a regardé, plein d'espoir et de nostalgie. Tout ce que je pouvais faire était de secouer la tête de terreur. Je ne pouvais pas parler. Puis l'homme s'est lentement levé, demanda à nouveau « Kevin ». J'ai fait un pas en arrière et il a fait un pas en avant. Quelque chose a brillé dans ses yeux, comme s'il avait soudainement réalisé mon identité, et il a souri. La moitié de ses dents avait disparu, et les autres étaient cassées. Il a crié « Kevin !» J'ai finalement réussi à lâcher,
Non mec, je ne suis pas Kevin, je dois y aller. » Et je me suis retourné pour partir. J'ai quitté l'immense pièce en marchant, en tâtant le terrain avec ma main sans jamais quitter l'homme des yeux. Il ne semblait pas humain. Il ressemblait à un animal, comme un prédateur. Je ne peux pas l'expliquer, mais j'ai eu cette sensation que l'on ressent lorsqu'on est en face à un gros chien. Ne pas courir, marcher calmement. Et laissez-moi vous dire que je suis sorti de là comme un marcheur olympique. Personne n'aurait pu marcher aussi vite que moi à ce moment-là. Et c'est à ce moment précis que ma peur des cages d'escalier et des couloirs sombres est née. L'homme a crié « Une fois de plus, cette fois d'une voix tonitruante, et a sauté par-dessus un tas d'ordures pour se diriger vers moi, en riant de façon hystérique. Quelque chose brillait dans le feu de ma lampe de poche. Il tenait un éclat de verre. Quand j'ai vu ça, tous les organes vitaux de mon corps se sont arrêtés. J'ai eu l'impression qu'il faisait 10 mètres de haut. Il s'est précipité sur moi sauvagement, en hurlant ce nom encore. Il devait être sous méthamphétamine, ou quelque chose comme ça, à en juger non seulement par la folie pure dans ses yeux, mais aussi par sa vitesse terrifiante. Ses petites jambes frêles semblaient avoir été inutilisées pendant des années, et pourtant elles le propulsaient droit sur moi, avec une détermination incroyable. Je me suis retourné et j'ai couru. J'ai couru plus vite que je ne l'avais jamais fait dans toute ma vie. Je ne me suis pas retourné, mais j'ai entendu le claquement horrible de ses pieds nus sur le carrelage, qui résonnait tout autour de moi. J'ai entendu son halètement et sa bave. J'ai entendu ses cris répétés de « Kevin !» J'étais poursuivi par un guépard fantôme blanc et junkie. J'ai traversé les couloirs de l'école presque dans l'obscurité, en essayant désespérément de me rappeler où j'étais exactement et comment en sortir. Tout passait à côté de moi dans le flou. Les cadres de lit, les bureaux et meubles renversés, les papiers. Tout passait à toute vitesse devant moi. Je les ai esquivés, mais ils ont fait trébucher l'homme qui me poursuivait. Il a crié de rage et est tombé au sol à plusieurs reprises. Ses os ont craqué lorsqu'il a heurté le violino. J'ai entendu chaque bruit horrible que son corps a fait en bougeant. Il n'était qu'un sac d'os détaché et de produits chimiques. Il y avait une porte devant moi. Et une petite lumière pâle entrée par la vitre sale de l'autre côté. J'ai réalisé que ce devait être le moyen de remonter au rez-de-chaussée. Juste avant de l'atteindre, j'ai regardé par-dessus mon épaule et cherché l'homme avec ma lampe de poche. Elle vacillait, mais je pouvais distinguer sa forme à plusieurs mètres. Il était à terre, se traînant vers moi en rampant sur le ventre, criant toujours désespérément « Kevin !» dans le noir. Il a tailladé l'air avec l'éclat de verre. Sa main saignait. J'ai pratiquement défoncé cette porte et l'ai refermée derrière moi, puis je l'ai barricadée avec un tas d'objets à portée de moi. Je l'ai entendu essayer d'ouvrir la porte, mais il n'y arrivait pas. J'ai couru dans les escaliers derrière moi et j'ai failli percuter Ronnie. C'est sa lampe de poche qui m'avait guidé vers la porte. Ronnie a essayé de me demander ce qui se passait, mais je l'ai traîné hors du bâtiment, au bord des larmes. Derrière nous, nous pouvions entendre l'homme en bas des escaliers, hurlant et jurant avec une haine de notre monde. Ronnie et moi avons pratiquement volé à travers les bois, terrorisés. On a fini par trouver la maison de mon oncle. Après une grosse engueulade, ma mère a compris qu'on ne mentait pas. Alors elle a appelé la police et l'a envoyé dans le complexe abandonné. Là, ils ont trouvé le corps lacéré d'un enfant qui avait disparu plusieurs mois auparavant. Son nom était Kevin Collins. L'homme qui riait avait disparu. Je me suis couché dans mon lit cette nuit-là, terrorisé, presque certain que l'homme savait où nous étions. Je l'imaginais rôdant dans les bois, à la recherche de son prochain Kevin. Je me demandais ce qu'il comptait faire de lui, ou de moi, s'il attrapait l'un d'entre nous. Cette nuit-là, j'ai rêvé qu'il me traînait dans l'escalier pourri, dans l'obscurité. Une semaine à peine s'était écoulée qu'une série d'effractions se produisit dans le quartier de mon oncle, toutes en pleine nuit, et toutes commises par un homme qui s'enfuyait après avoir un peu regardé autour de lui. Pour autant que je sache, il n'a jamais été arrêté. Je ne saurais jamais s'il me cherchait, s'il cherchait un autre enfant, ou encore s'il cherchait simplement de la drogue.
Mais cette pensée me tient éveillé la nuit, même en tant qu'adulte. Et depuis lors, je souffre périodiquement de cauchemars. Je reviens toujours à cet endroit dans mes rêves, d'une manière ou d'une autre, et il m'attend toujours en bas dans les escaliers, avec ce sourire horrible sur son visage.